Quelle sensation nous procure le pays du soleil levant? Peut-être celle de la douceur, du vertige, d'une odeur, peut-être celle d'un bruit mélodieux aussi, celui d'une musique ou d'une langue. Terre de tradition ancestrale, le Japon est réputé pour avoir conservé son identité et allié modernité, celle inspirée par les Occidentaux au XIXe siècle, au moment de l'industrialisation du pays et la création des grands groupes comme Mitsubishi, Panasonic, puis plus tard Nissan ou Toyota. L'histoire y est passionnante, de l'ère shogunat Tokugawa à la restauration Meiji et l'impérialisme japonais, de l'époque d'Edo aux pages les plus sombres de l'histoire, le massacre de Nankin d'un côté, les bombardements atomiques de l'autre. Le Japon contemporain, comme il est appelé depuis 1945, a dû modifier son paysage politique ou militaire et reste encore une terre de fortes coutumes où discipline, politesse, rigueur sont assez fascinantes, où les codes de conduite sont très encadrés. C'est aussi une culture évocatrice, gastronomique bien évidemment, culturelle aussi. Elle a bercé pour beaucoup, probablement l'enfance, l'adolescence. Ce sont des images, des sons, des émotions, des histoires, des atmosphères, le trait de personnages, de visages, de paysages, d'identité, du jeu vidéo aussi grâce à Nintendo. C'est aussi pour certains du football, la frappe de Mark Landers ou alors la nostalgie PES, création de la firme Konami. En football, le Japon fait partie de ces pays devenus incontournables sur la scène mondiale. La sélection est désormais abonnée à la Coupe du Monde et son championnat est réputé pour être le meilleur d'Asie. Mais le football japonais évolue, la formation s'améliore mais les talents s'exilent et le plafond de verre de la sélection, le stade des huitièmes de finale, n'est toujours pas brisé. Quels sont les grands clubs japonais? Comment le football est-il devenu un sport central du pays et une source de riches talents? Quel avenir pour sa sélection nationale? On part aujourd'hui pour un voyage footballistique. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. En cette fin de semaine, très heureux de vous retrouver sur l'Arena pour le 11e épisode d'une très grande série de la chaîne Zoom sur le foot. Et c'est le premier épisode de 2023-2024. Pour cet épisode, direction, vous l'avez vu, le Japon, un pays que beaucoup d'entre vous m'ont proposé. Je rappelle rapidement le but de la série, on explore le football de façon synthétique dans un pays du monde et sous différents angles, la sélection, le championnat, les clubs, la formation, le supporterisme et l'aspect politique, social ou historique du football. Vous pourrez retrouver d'ailleurs tous les épisodes précédents dans la playlist Zoom sur le foot sur la chaîne. Alors, avant de commencer, plusieurs petites choses. D'abord, n'hésitez pas à exploser la barre des likes pour le retour de la série. Je sais que c'est une série qui vous plaît beaucoup. C'est un clic gratuit et ça soutient. Et puis, beaucoup découvrent la chaîne en ce moment ou alors regardent sans être abonnés. Donc, n'hésitez pas à le faire et puis à activer la cloche pour ne rien louper. Et la deuxième chose que je veux vraiment préciser, c'est que j'ai reçu une aide absolument formidable pour réaliser cette vidéo. Celle de Kylian, un des grands spécialistes du football japonais et asiatique sur les réseaux sociaux, notamment X et YouTube. Je ne suis pas du tout un expert et c'est aussi le but de cette série qui me permet d'apprendre, de découvrir, de vous partager tout ça et aussi de mettre en avant des passionnés, en l'occurrence Kylian. Je vous mettrai tous ces liens en description et j'en parlerai un peu plus en fin de vidéo. Installez-vous bien confortablement, on est parti. Alors d'abord commençons comme toujours par la place du football dans la société japonaise. Le Japon est un pays très sportif avec une part non négligeable et même centrale des sports traditionnels japonais. Le judo, le sumo bien sûr, le karaté ou encore l'aïkido. Le football, lui, s'est vraiment développé au Japon dans les années 90. Le pays avait même du retard sur d'autres pays comme les deux Corées ou l'Iran. C'est véritablement la Coupe du Monde 2002 co-organisée avec la Corée du Sud qui a suscité un engouement encore plus puissant. Ça a permis de développer de façon rapide le foot japonais au point que le sport est devenu ultra populaire et se rapproche petit à petit du sport national au Japon, le baseball, qui a une dimension assez sacrée chez les Nippons. Passons désormais à la partie habituelle sur le championnat, les clubs populaires bien sûr le palmarès, tant au niveau national que continental. Le championnat de première division s'appelle la J1 League, fondée en 1993 dans sa forme moderne et elle a lieu sur une année civile, le championnat finira en novembre cette année. Au moment où je m'enregistre, c'est Yokohama qui est leader devant le Vissel Kobe. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'inverse de la Ligue 1, le championnat va évoluer dans le sens contraire, passer de 18 à 20 clubs. Il y a donc une seule relégation cette saison. Les deux premiers, quant à eux, du championnat sont qualifiés pour la phase de groupe de la prochaine Ligue des champions asiatique. La J-League est de loin le meilleur championnat d'Asie, il devance les championnats iraniens, coréens et saoudiens à l'heure actuelle, même si on peut supposer que ça va progresser encore en Arabie Saoudite, mais c'est vraiment le meilleur championnat d'Asie. Au niveau des clubs populaires, on peut parler de Urawa Red Diamonds, actuellement 3e du championnat, mais qui compte seulement un sacre en J1 League, c'est un club surtout réputé, et on va le voir plus tard pour ses supporters très bouillants. Kawasaki Frontale, 4 titres, 3e club le plus titré de l'histoire de la J1.
mentionnant aussi son rival, l'actuel leader, Yokohama F. Marinos, le champion en titre, qui est le deuxième club le plus titré de l'histoire avec 5 sacres. Mais alors, quelle est l'équipe la plus titrée de l'histoire du championnat japonais moderne? C'est un club qui s'appelle Kashima Antlers, actuel 5e du championnat. 8 titres, le dernier décroché en 2016. C'est un club d'ailleurs situé dans une ville de 65 000 habitants environ. C'est ultra petit dans un pays qui fait 125 millions d'habitants. C'est une performance assez remarquable. On peut aussi parler d'un autre club qui a gagné une popularité internationale, c'est le deuxième actuel du championnat, le Vissel Kobe, qui est notamment connu pour avoir vu Andrés Iniesta jouer pour lui entre 2018 et 2023. Et c'est un club un peu détesté au Japon, de ce que j'ai compris, car il a la réputation d'être un club riche, sans grand palmarès. Il faut savoir qu'il est la propriété de Rakuten à 100% depuis 2014, Rakuten étant une grande société de services japonaise. Voilà pour le niveau national. Quel bilan au niveau continental? Est-ce que les clubs japonais sont les plus titrés d'Asie en Ligue des Champions? Eh ben non, c'est assez paradoxal, mais les clubs nippons sont devancés par les clubs coréens qui sont les plus titrés de la compétition avec 12 finales gagnées. 19 finales jouées, le Japon est lui à 8 finales gagnées, 11 de jouées en tout. J'ai été assez surpris de découvrir ça, mais c'est Kylian qui me l'a appris. La J1 League étant plus prestigieuse que la Ligue des Champions asiatique, eh ben, les clubs japonais ont eu tendance à la prendre moins en considération, à la négliger au profit du championnat national. C'est assez incroyable. En tout cas, le meilleur club du pays dans cette compétition, c'est Urawa Red Diamonds avec 3 Ligues des Champions, dont la dernière remportée cette année en 2022-2023 contre Al Hilal. 5 autres clubs japonais l'ont gagné, mais une fois seulement, notamment le club le plus titré du championnat, Kashima Antlers, en 2018. Petit point sur le supporterisme au Japon, qui est une atmosphère relativement calme. L'exception, c'est vraiment ce que je disais avant, les ultras d'Urawa qui sont les plus chauds du pays, les plus bouillants, ceux qui font le plus de bruit, les plus beaux tifos. Ils sont parfois dans les quelques débordements également, mais c'est des ultras qui sont assez considérés en Asie. Mais sinon, c'est le cas dans plusieurs pays asiatiques. On n'a pas une grande affluence, ça aussi entre 10 000 et 35 000 spectateurs dans les tribunes. Alors vous allez me dire que ça va, mais depuis 2002 et l'organisation de la Coupe du Monde au Japon, il y a quand même beaucoup de beaux et grands stades qui parfois dépassent les 40 000, 50 000, voire 70 000 places. On est sur une moyenne de 55% de taux de remplissage en 2023 selon le Transfermarkt. C'est aussi quelque chose de similaire avec la Corée du Sud par exemple, et c'est encore pire en Corée du Sud puisqu'on est sur du 35% de remplissage des stades en 2023. Ensuite, et on a pu le voir avec certains exemples, il y a beaucoup de clubs étrangers populaires, européens surtout, notamment le Barça et le Real. Mais je pense que c'est quelque chose d'assez commun à l'Asie. J'avais fait un voyage au Vietnam en 2016 et j'étais étonné de voir tant de maillots européens dans les rues. Je me souviens qu'il y avait aussi beaucoup de tableaux de l'Euro 2016 pour scruter les matchs, qui avaient permis de mettre les scores, de construire le tableau final. Donc il y a une forte présence du football européen, c'est indéniable. Pour revenir au Japon, c'est un mode de supporterisme un peu spécial et je vous partage une anecdote que m'a confiée Kylian qui vous montre à quel point ça peut être étonnant d'un point de vue européen, mais sans jugement de valeur bien sûr. Il y a 2 clubs avec la dénomination Tokyo dans le foot japonais, le Tokyo Verdy et le FC Tokyo. Verdy, qui est un club qui a gagné avec des champions asiatiques d'ailleurs un temps, était un grand club renommé et fort dans les années 90, 2 fois champion. Mais depuis maintenant 2009, le club est englué en 2e division japonaise, ce qui n'est pas du tout le cas du club inverse, le FC Tokyo, qui lui est un club ascendant du foot nippon. Et apparemment, sur X, anciennement Twitter, vous avez des supporters du FC Tokyo qui s'étonnaient que les supporters du Tokyo Verdy ne viennent pas supporter à la place le FC Tokyo. Donc voilà, c'est pas automatique et ça représente pas tout le monde, loin de là, mais ça arrive qu'au Japon, ton club de cœur ne tienne pas toute la vie ou que tu supportes plusieurs clubs. C'est assez culturel aussi parce qu'au Japon, le football n'est pas forcément identitaire comme il peut l'être parfois chez nous en Europe. Donc voilà, mais c'est aussi vu comme du spectacle, du divertissement, ce qui fait que les rivalités ne sont pas non plus trop exacerbées. Avant de passer à la partie sur la sélection nationale, il faut bien sûr parler de la terre de formation qu'est le Japon. C'est la plus efficace d'Asie et une des meilleures du monde, que ce soit qualitativement ou quantitativement. Il faut savoir qu'il y a 3 types de structures au Japon et encore merci à Kylian pour les infos. La première, les académies de clubs qui sont les mêmes plus ou moins que les modèles espagnols de la Masia ou de la Castilla, ce qui explique aussi la forte influence et attrait du foot espagnol au Japon. La deuxième, ce sont les lycées qui ont vraiment fait exploser le développement du football au Japon dans les années 90 où tu pouvais intégrer un club de foot en parallèle de tes études. Certains lycées ont décidé de développer d'ailleurs leur club de foot et la richesse de la formation, même si aujourd'hui ça marche moins qu'avant et les jeunes préfèrent les académies. Et troisièmement, il y a les autres académies, d'abord les académies privées de clubs européens comme le Barça, la Juve ou le PSG qui ont des antennes en Asie. Et ensuite, les académies dites dépendantes de la fédération. La plus connue est la JFA, Académie Fukushima, qui participe à la production des talents du championnat national, mais aussi pour les sélections, notamment la sélection féminine. On peut enfin parler des universités qui ont un rôle ultra important parce qu'elles permettent de se concentrer sur le joueur, d'améliorer vraiment la progression du joueur en travaillant sur ses défauts et en même temps de proposer un cursus universitaire. Et c'est un truc qui fonctionne bien puisque des joueurs comme Mitoma, Furuhashi, Nagatomo, Ito
sont passés par le foot universitaire. Kylian estime qu'entre 40 et 50% des joueurs de J1 y sont passés. Tout ce travail en décalé par rapport à des académies de clubs, par exemple, offre une sacrée progression à des joueurs qui paraissaient peut-être un peu moins talentueux. Et aujourd'hui, c'est quelque chose d'encore très important au Japon, puisqu'il y a des jeunes joueurs qui privilégient le parcours universitaire à un parcours de formation directement au sein des clubs. Il faut savoir aussi que c'est assez incroyable, mais au Japon, les universités participent à la Coupe du Japon et affrontent donc parfois des clubs pro, et ça permet de jouer des matchs de bon niveau et aussi de briller aux yeux des clubs. Bref, c'est tout ce système qui fait l'efficacité et surtout l'ultra-productivité de la formation japonaise, un alliage entre les académies au modèle espagnol, les universités, les centres de formation de clubs. C'est pas pour rien qu'on a parlé du projet Blue Lock pour le Japon lors du Mondial 2022 en référence au manga. Mais qu'est-ce que c'est ce manga? C'est une histoire qui est fondée sur l'idée de formation en football, dénicher un talent exceptionnel pour le pays. Ça vous montre à quel point la formation est importante et à tel point que les Japonais ont les meilleures équipes jeunes d'Asie absolument dans toutes les catégories, en tout cas sur le papier, ce qui offre bien sûr un vivier pour la sélection nationale. Quelle belle transition pour parler de la sélection nationale. Le Japon, qui est une immense nation du continent asiatique, 4 fois vainqueur de la Coupe d'Asie, c'est le recordman. Le dernier, bon, c'est en 2011. Cette Coupe du Monde jouée, c'est le deuxième pays du continent derrière la Corée du Sud à avoir joué le plus de mondial. Et pourtant, même si la sélection devient sur le papier et qualitativement de plus en plus forte, de plus en plus concurrentielle, ce qui est positif, elle déçoit quand même. Le sélectionneur Moriyasu est critiqué pour certains choix tactiques et pour faire aussi un peu de copinage. Alors oui, le Japon a pu faire des beaux coups d'éclat, battre l'Espagne et l'Allemagne au Mondial 2022, avoir failli éliminer la Belgique, futur 3e du Mondial 2018 en 8e. Mais de la déception quand même, car je le disais, il y a toujours ce plafond de verre des 8e en Coupe du Monde que les Samurai Blue n'ont pas franchi 4 fois depuis 2002, en 2022 notamment contre la Croatie, en 2018 contre la Belgique. Et sur ces deux matchs, il y a énormément de regrets vu les scénarios. Pareil, des déceptions en Coupe d'Asie, le Japon fait figure de favori à chaque fois, mais le pays a perdu en finale en 2019 contre le Qatar. 4e place un peu décevante au JO de 2021, qualification aussi pour le Mondial 2022 très moyenne avec une défaite notamment contre Oman et une place derrière l'Arabie Saoudite. Moriyasu est bien en place mais assez critiqué, et en coulisses on préparait petit à petit la venue de quelqu'un que vous connaissez probablement, Keisuke Honda, qui pourrait devenir le nouveau sélectionneur japonais à l'avenir. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que le Japon se doit d'avoir des objectifs très élevés en termes de résultats pour la Coupe du Monde 2026 qui va arriver très vite, vous allez voir. Un quart de finale semble être vraiment une priorité, enfin dépasser ce stade des 8e. Et bien sûr, une victoire obligatoire pour la Coupe d'Asie qui aura lieu début 2024. Il y a tellement de bons joueurs au Japon entre Kubo, Mitoma, Kamada, Endo, Keito Nakamura, Furuhashi, Ito, Itakura et j'en passe. Voilà, c'est largement au-dessus du Qatar, de l'Australie et puis même de l'Arabie Saoudite qui est en transition maintenant que Mancini est devenu nouveau sélectionneur. Bref, il y a vraiment une ouverture pour aller gagner ce sacre. C'est une obligation, on peut le dire, parce que tout autre résultat sera considéré comme un échec. Et puis petit mot sur la sélection féminine aussi, puisque le Japon fait partie des meilleures équipes du monde en football, vainqueur du mondial en 2011. Il y a aussi un accent mis sur le football féminin dans cette sélection asiatique depuis le début des années 2000 environ, avec le développement d'une formation qui s'est beaucoup consolidée, qui a permis de sortir des grandes joueuses. L'exemple peut-être le plus connu, c'est Saki Kumagai. Un dernier mot avant de conclure d'un point de vue politique. Alors en Asie, on voit beaucoup d'États interventionnistes pour le football, c'est le cas de l'Arabie Saoudite ou de la Chine. Au Japon, il y a un rôle très minime. Aucun club ne dépend de l'État japonais, il investit très peu, mais bien évidemment, il est fier de développer son football national. Mais si vous voulez, le développement du foot japonais marche très bien avec des fonds privés, des grands groupes comme Rakuten, Toyota, Nissan qui possèdent des clubs. Et l'absence de cet interventionnisme étatique a obligé les clubs à bien bosser, et notamment en développant et améliorant la formation. Là où on voit aussi un recul, ou en tout cas un retrait de l'État japonais, c'est sur la scène continentale ou mondiale. C'est dans l'accueil d'événements footballistiques. 2002, c'est le dernier grand événement accueilli, la Coupe du Monde avec la Corée. Le Japon n'a plus accueilli la Coupe d'Asie depuis 1992 non plus. Bref, il y a un recul qui concerne surtout le foot, puisque le Japon a accueilli des grands événements en volée, puis assez récemment d'ailleurs. Chaque année, vous avez le Grand Prix de Suzuka en Formule 1, les JO en 2021, les Jeux asiatiques prévus encore en 2026. C'est une stratégie qui détonne en football par rapport au Qatar, à l'Arabie Saoudite ou à la Chine, qui veulent ou ont voulu faire de leur pays une grande puissance capable d'accueillir à grande échelle du football. Alors quel avenir pour les clubs et la sélection? Pour la sélection, déjà beaucoup de lacunes sont en train d'être corrigées par la formation. On pense aux gardiens ou aux buteurs, qui, souvenez-vous, étaient déjà les postes à faiblesse dont on parlait lors de Destination Coupe du Monde en octobre 2022 sur la chaîne.
Mais l'effectif est quand même sacrément fort. Techniquement, c'est quand même bon signe pour les compétitions à venir. Même s'il y a eu des déceptions dans un passé proche, on se dit que cette nation japonaise a des beaux jours devant elle. Elle est la grande favorite pour soulever la Coupe d'Asie en 2024. On attendra aussi bien sûr les ambitions nippones pour la Coupe du Monde 2026. Pour le championnat, en revanche, et depuis 2020, il y a un peu plus d'interrogations parce qu'on voit une évolution, une véritable fuite des joueurs japonais vers l'Europe, très précoce, qui entraîne un appauvrissement du championnat national, à l'inverse de l'Arabie Saoudite qui garde le plus possible ses joueurs saoudiens dans son championnat. Le Japon est en train de prendre une tournure de vente de talent. Alors ça remplit énormément les caisses, mais les meilleurs partent. Comme le dit Kylian, il y a 10 ans, quand un joueur perçait dans une équipe modeste, il rejoignait un cadre du championnat japonais. Aujourd'hui, il va en Europe, notamment en Allemagne. Regardez le nombre de joueurs japonais en Bundesliga. On en avait déjà parlé sur la chaîne aussi. Mais aussi en Belgique ou Autriche, Kaito Nakamura, qui a signé à Reims ce mercato par exemple, venait de Linz en Autriche. Ito, qui joue aussi à Reims, était venu de Belgique en 2022. Il y a vraiment une tendance actuelle claire à voir si ça peut permettre encore de développer économiquement le foot japonais, de produire encore plus de talent. Le Japon sait très bien le faire. Et avec la popularité de ce sport qui croît, nul doute que le foot nippon a encore de beaux jours devant lui. Comme le dit un proverbe japonais, le bonheur sourit à ceux qui agissent. Voilà les amis, c'est la fin de ce zoom sur le foot, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre un petit commentaire aussi, ça fait plaisir et ça référence la vidéo. Je le redis encore une fois, cette vidéo aurait été impossible sans l'apport de Kylian qui m'a fourni une aide géniale avec des infos qu'on trouve très difficilement. Je vous mettrai son lien X et sa chaîne YouTube en description. Allez le suivre, il mérite, il vous apprend beaucoup sur le foot asiatique, le foot japonais bien sûr, mais aussi saoudien, ouzbek, indonésien et j'en passe. C'est super intéressant et ça va l'être encore plus avec la Coupe d'Asie qui arrive en 2024. Je vous souhaite un bon week-end comme toujours. Proposez aussi des pays si vous voulez pour les prochains épisodes. Je vous dis à très vite pour la suite des aventures. D'ici là, prenez soin de vous et profitez des vôtres. Allez, bye bye!